vraiment toute sa vie de se débarrasser, mais il était seul. Il n'y avait que la France qui l'appuyait. Il n'y a eu que la France pour dire nous, on est favorable à ce que l'Égypte devienne indépendante. Mais ça ne s'est pas fait. Oui. Comment explique-t-on que jusqu'à Nasser, pendant des siècles, ils se sont gouvernés. Ils se sont gouvernés avec les descendants de Mohammed Ali. Vous voulez dire que la dynastie n'était pas égyptienne de souche? Oui, enfin, je comprends ce que vous voulez dire, mais il faut savoir aussi que cette région, l'Égypte, a connu que des envahisseurs. Parce que c'est un pays formidable. Et que c'est un pays qui attire énormément. Vous avez une région du monde qui est une place, maintenant pour être sérieux, une place stratégique extrêmement importante. Extrêmement importante. Et avec la création du canal de Suez, elle est devenue 1 milliard de fois plus importante. Si demain matin l'Égypte décidait de fermer le canal, je ne sais pas si vous imaginez les conséquences. Donc il y avait cette richesse, du temps des Romains c'était le blé, l'Égypte était le grenier de Rome. Donc l'Égypte a toujours attiré les Perses, les Grecs, les Romains, les Turcs, les Mamelouks. C'est un lieu stratégique très important en Méditerranée. C'est quand même un grand pays. Donc je pense que pour se débarrasser de tout ça, il a fallu quand même beaucoup. Et je crois que Mohammed Ali, même s'il n'était pas égyptien de souche, a quand même été le premier à dire qu'il veut l'indépendance de ce pays. C'est quand même un acte révolutionnaire. Oui, oui, absolument. Absolument. Il était devenu égyptien. Alors évidemment, vous me direz, bon, mais je peux vous prendre des gens qui ont régné, qui n'étaient pas nés en France, qui n'étaient pas, pour ainsi dire, de pure souche. Voilà, par exemple. Oui. Merci. Oui, mais là, je réserve pour d'autres circonstances. Oui. C'est que historiquement parlant, on ne peut pas dire que Mohammed Ali est pharaon. Bien sûr que non. Puisque peut-être vous avez choisi le titre de pharaon parce qu'il avait un projet pharaonique. Voilà. C'est une image, ce n'est pas. Bien sûr. Je pense en plus que je l'ai comparé à un pharaon parce que il avait cette image des pharaons qui sont des grands bâtisseurs, qui ont créé des empires. Il y a ces similitudes. Entre la grande image du dernier grand dirigeant égyptien, pardonnez-moi, je ne dis pas ça parce que Sa Majesté est présente, je parle d'un homme qui a bouleversé totalement un pays, qu'il a sorti des ténèbres et qu'il a amené vers la lumière. Je ne connais pas de dirigeant égyptien de pure souche qui ait fait ça. Imaginez ce qu'il a fait, c'est quand même un exploit exceptionnel. Donc voilà, pour moi c'était un pharaon. Oui. J'ai vu que vous avez écrit, je ne sais pas si c'est un livre ou un article, vous avez écrit L'aigle égyptien. C'est une biographie de Nasser. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu Un parallèle entre les deux? Je n'oserais pas. Pas ce soir. Non, j'ai voulu, je m'intéresse beaucoup à l'Égypte, comme vous avez pu le comprendre. Et effectivement, il y a ce personnage de Nasser qui a, alors là on revient à la question de monsieur, qui est un Égyptien, comme on dit, de pure souche. Et c'est ce qui expliquerait aussi l'adulation peut-être du peuple égyptien, encore qu'ils adoraient Farouk. Pour ce personnage qui leur parlait Baladi, qui leur parlait la
langue du pays, qui avait des anecdotes, qui était égyptien dans le sang. Je me suis beaucoup intéressé au personnage après l'avoir détesté pendant de longues années et l'avoir accusé d'avoir ruiné totalement l'Égypte, ce qu'il a fait, indiscutablement. Mais si vous voulez faire un travail d'historien, il faut être extrêmement froid et détaché. Si vous vous laissez emporter par l'émotion, vous n'écrivez pas d'autres bios qu'incendiaires à l'égard de Nasser. Donc j'ai essayé de faire preuve de la plus grande objectivité. Et j'ai dû m'apercevoir que cet homme, au départ, c'est un patriote. C'est un type qui a une passion, c'est mettre les Anglais hors d'Égypte, rendre à l'Égypte son indépendance, qui a une vision qui ne me paraît pas inintéressante, qui est celle du non-alignement, ni l'Est, ni l'Ouest, ni la Russie, ni l'Amérique. Il a quand même fait des choses du point de vue de l'éducation nationale, et depuis Nasser, l'éducation qui était quand même au sommet à l'époque de Farouk, Nasser a poursuivi en accordant plein de transformations. Cette éducation de la monarchie à aujourd'hui est une catastrophe en Égypte. C'est une catastrophe. Donc j'ai été obligé de lui reconnaître certaines qualités. Quand il nationalise le canal de Suez, je trouve, moi, que c'est un acte de très grand courage, à une époque où il y a encore le temps des colonies, où l'Algérie est encore occupée par la France, et voilà un homme qui, tout à coup, dit le canal de Suez sera aux Égyptiens. Je trouve cette attitude extrêmement courageuse. Ça, c'est la part que moi, je considère être celle de Lumière. Malheureusement, elle n'a pas duré. Il s'est laissé emporter dans une espèce de folie totale et il a amené l'Égypte, malheureusement, dans l'abîme absolu. Mais je ne peux pas ne pas lui reconnaître sa part de lumière. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait... Voilà, monsieur. Vous avez dit que Mohamed Ali était contre la construction du canal de Suez. Oui. Et il est mort en quelle année 1849, mémoire est bonne. Et pourquoi le canal de Suez s'est construit malgré qu'il était contre? Comment ça s'est fait? Il s'est fait parce que le petit-fils de Mohamed Ali, le Khedive Ismaïl, alors je vais vous faire rigoler, mais Sa Majesté va être pas d'accord sur moi. Ibrahim était le précepteur d'Ibrahim. Ferdinand de Lesseps était le précepteur d'Ibrahim. Il avait été désigné pour être son précepteur. Il apprenait à monter à cheval, etc. Et si j'en crois ce que j'ai lu, Ibrahim était très gourmand. De pasta. Et en cachette, et son papa voulait absolument qu'il maigrisse, qu'il fasse du sport, qu'il soit dynamique, etc. Et en cachette du papa, Ferdinand de Lesseps a amené des plats de pâtes à Ibrahim en cachette, et s'est noué entre eux une très grande amitié, sympathie, etc. Quand il est monté sur le trône, Lesseps était tout de suite allé à sa porte, en tenir des pâtes qu'il lui apportait. Est-ce qu'Ismaïl s'est dit pourquoi pas? Je ne sais pas. Il y a peut-être eu à un moment donné une vision. Et c'est Saïd Pacha qui a signé la concession. Ils ont accès. Absolument. Son petit-fils. Et donc ça s'est fait tout naturellement. Probablement que Lesseps a dit ça sera un bail de 100 ans et après, le canal reviendra à l'Égypte. Bon, vous savez, ils n'ont peut-être pas vu ce que Mohamed Ali, et peut-être aussi que ce soit Saïd ou Ismaïl, qui a inauguré le canal lui plus tard, ils ont pensé que ça pouvait être effectivement une grande richesse, source de richesse pour l'Égypte. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. C'est des circassiens, donc c'est des esclaves. À un moment donné, l'Empire ottoman était en manque de main-d'œuvre, je caricature. Il leur faisait, plus l'Empire ottoman s'étalait, puisqu'il est arrivé jusqu'aux portes de Vienne, et là ils sont aux portes de l'Europe. À ce moment-là, ils avaient besoin de soldats, de mercenaires.
ils ont transformé leurs esclaves, les esclaves qu'ils avaient récupérés sur les bords de la mer Noire, essentiellement, beaucoup étaient chrétiens d'ailleurs, et ils en ont fait leurs mercenaires. Mamelouk veut dire Mamlaka, celui qui appartient à quelqu'un. C'est ça le titre. C'est ma propriété. C'est pas un titre de noblesse. Et ces esclaves, à un moment donné, sont devenus tellement puissants qu'ils ont bouffé leur maître. C'est tout simple. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en Égypte, plus forts que l'armée turque elle-même. Il y avait déjà des mercenaires sous les Abbassides qui a commencé comme Bien sûr, oui, c'est une vieille histoire que de mettre tout le temps ces gens-là dans le pouvoir et dans l'armée. Et un jour, ils ont bouffé tout le monde. Et donc, vous avez dit que Mohamed Ali était turc. L'Égypte, dans ces années-là, 1800 et quelques, parlait l'arabe ou Parler l'égyptien, bien sûr. l'arabe. Bien sûr. Donc lui, il a appris l'arabe à son arrivée là-bas. Écoutez, je ne sais pas, il y a beaucoup il y a deux versions. Il y a des versions qui disent qu'à la fin de sa vie, il écrivait et il lisait parfaitement, et qu'il comprenait toute la langue égyptienne, mais qu'il faisait semblant de ne pas comprendre pour pouvoir piéger ses interlocuteurs. Lui, il parlait en turc. Et il y a d'autres gens qui disaient que jusqu'à la fin de sa vie, il a besoin de traducteur. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a besoin de traducteur ou est-ce qu'il parlait? Oui, oui, absolument. Mais est-ce que Mohamed Ali parlait l'arabe? Beaucoup de consuls disaient que vous ne passez pas toutes ces années, 43 ans au pouvoir en Égypte sans parler la langue. Mais je crois qu'il faisait semblant, ce qui était, comme on l'a vu, très rusé, de ne pas comprendre. D'abord pour voir comment son traducteur allait traduire et pour voir ce qui se disait autour de lui. Pardon. Je ne l'explique pas. Je ne sais pas. Pardon? Comment vous expliquez la haine du petit-fils à l'endroit de son grand-père, Abbas? Je ne sais pas. Vous savez, peut-être de la jalousie, peut-être une manière de... Mais vous savez, aujourd'hui encore, quand on évoque Mohamed Ali, il y a plein d'Abbas en Égypte. Oui, oui, qui supportent. Ça fait très peu de temps qu'on commence à évoquer son nom. Il a été rayé de la carte des manuels scolaires, d'abord considéré comme étant un étranger, et puis beaucoup de gens ont les mêmes raisonnements que Abbas. Ils vous disent, oui, au lieu de laisser la place aux Égyptiens, ils s'entouraient de Français, d'Arméniens, de Grecs, sauf que les Égyptiens de l'époque n'étaient pas assez éduqués pour prendre la place. Il y a encore des controverses, mais maintenant vous êtes accueillis là-bas comme un roi. Juste une dernière question, remarque. aussi, donc c'est un nom très religieux, comme Mohammed, comme Oui, sans doute. Côté fermé, oui. Vous trouvez beaucoup d'Abbas. Absolument. Alors, écoutez, très rapidement, parce qu'il y a encore les dédicaces. Excusez-moi, on va demander aux gens parce que vous avez... Voilà, alors je crois qu'il y avait quelqu'un, voilà, qu'on n'a pas vu, parce que voilà. Alors il y avait quelqu'un derrière qui voulait dire quelque chose. Ah, elle a été répondue. Alors vraiment, très rapidement. Qu'est-ce qui a attiré les Occidentaux en Égypte? Pourquoi il y avait tant d'Occidentaux qui ont allé par exemple? D'abord, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, l'Égypte, à partir de Mohamed Ali, était un pays extrêmement tolérant pour toutes les religions. Donc, c'est un point d'attirance qui n'existait pas dans d'autres régions du Moyen-Orient. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, il y avait beaucoup d'aventuriers au départ. Puis n'oubliez pas que c'est Bonaparte qui a amené la mode, qui a envahi la France, l'Égyptomania. Il y a eu une espèce de folie où tous les voyageurs, après Bonaparte, ont voulu y aller. Sur Lamartine, il y a eu Chateaubriand, enfin, qui lui n'avait jamais vu les pyramides, qui a dit les avoir vues, mais qui ne voyait que de la citadelle. Donc voilà, il y a eu une espèce de mode, à mon avis, qui est partie de Bonaparte. L'Égyptomania est partie de là, et ça a déclenché, et voilà. Puis n'oubliez pas aussi un autre événement.
les Anglais parlaient beaucoup de l'Égypte. Pour eux, c'était à partir de 1840. 70, ça a été leur possession. Donc ça faisait aussi venir beaucoup d'Anglais, d'où les Morts sur le Nil d'Agatha Christie et compagnie. L'Égypte attirait ces gens, mais je crois que c'est Bonaparte qui a déclenché le phénomène. Écoutez, je crois qu'on on va vous remercier énormément pour cette Moi, je vous discussion. remercie. Merci. Merci.